que vous est-il arrivé ? Novembre 2017. Novembre 2017, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu l'archétype de l'agression ultra-violente parce que c'est rapide, c'est très violent et j'ai failli y rester. Mais en fait, je rentrais juste du travail comme tout le monde, en prenant le métro comme on le fait en région parisienne très régulièrement. Et vers 19h30, donc pas une heure où il y a personne dans le métro, l'heure de pointe. Et en descendant la station Concorde, qui est vraiment au centre de Paris, qui permet d'avoir différentes correspondances, il y avait dans la rame où j'étais un jeune homme avec sa bouteille de bière à la main, l'air pas très en forme, pour être sincère. Et en descendant de la rame, il descend devant moi. Il y a une jeune femme qui descend devant lui. Il y a un grand escalier pour sortir au bout du quai. Et là, il est juste derrière cette jeune femme. Je vois très bien ce qu'il regarde. Et clairement, il lui met une grande main aux fesses dans l'escalier, alors qu'elle avait rien demandé à personne et qu'elle rentrait juste chez elle. Ce qui s'appelle une agression. Donc, elle a évidemment enlevé ses écouteurs en protestant sur, mais ça va pas bien, quoi. Et là, ils ont commencé à s'embrouiller. Et vu l'état du type, et vu comment ça avait l'air de beaucoup l'amuser en plus, je me suis dit que ça allait mal se passer pour elle. Donc, je suis intervenu, non pas pour me battre avec lui, mais juste pour exfiltrer la fille, dire bon, ça suffit, on va en rester là. Vous savez ce que vous avez fait. Merci, au revoir. Donc il s'est mis en garde pour pouvoir se battre avec moi en posant sa bouteille. C'est tu veux te battre, pas du tout. Donc j'ai décliné sa sympathique offre et je suis parti avec la demoiselle dans un long couloir qui traverse tout le sous-sol de la place de la Concorde en cherchant ma carte de visite pour lui donner parce que je pensais qu'elle porterait plainte. Et lui, il est parti, il nous a doublé en nous insultant. Ce que je ne savais pas, je l'ai appris après, beaucoup plus tard en me réveillant, c'est qu'il s'était embusqué dans un couloir latéral de cette station de métro. Et il mis ses capuches, gardé sa bouteille de bière, il est arrivé derrière moi, il m'a mis un grand coup à la tempe, un coup de poing en sautant en l'air vraiment avec la bouteille et la main, et il m'a explosé la tempe littéralement, donc c'est vraiment comme dans les jeux vidéo, j'ai vu rouge, puis noir, puis plus rien. Et en fait, il m'a assommé, et après j'étais au sol KO, et là il m'a explosé la tête à coups de pied, j'avais sûrement dû le mettre de très mauvaise humeur, et il est passé à 2 doigts de me tuer, vu qu'il m'a vraiment émietté le visage, il n'y a pas d'autre mot. 14 fractures du visage. 14 fractures au visage. Vous avez donné des coups de pied à la tête ? Oui, il a pris ma tête pour un ballon, oui. Effectivement, mais avec des bonnes grosses chaussures. Et comme donc, vous étiez KO dès le premier coup, vous ne pouviez pas vous protéger en fait. Non, mais le grand avantage, c'est que je me rappelle absolument pas. C'est l'avantage d'être KO. Comme ça, j'en ai aucun souvenir. En revanche, les gens qui étaient autour, eux, s'en rappellent. Mais donc, vous dites, il vous a émietté le visage. Oui. En fait, quand je suis arrivé aux urgences 2 jours plus tard, on m'expliquait s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Donc, l'ensemble des os du visage, les joues, la mâchoire, le nez, était vraiment émietté à coups de pied. Donc, ça a été très bien refait. Je remercie les chirurgiens. Et comment il tient votre visage aujourd'hui ? Les os, ça se répare. Donc, en fait, il y a une 50aine de petites plaques de titane sous la peau qui ont permis. Oui, et je les garde parce que j'ai pas envie de renlever le visage pour les enlever, je vous rassure. Une fois, ça suffit. Et qui ont permis que les os tiennent en place pour pas s'effondrer. Sinon, ça fait un peu comme les gueules cassées. Vous voyez, ça fait des trous. Mais vous auriez pu mourir. Mais en fait, la jeune femme vous a sauvé. C'est passé à 2 coups de pied du cimetière. Ça, clairement, on me l'a dit aux urgences. Un petit peu plus, j'étais mort. Mais cette jeune femme, je ne sais pas si elle s'en rend vraiment compte, mais elle m'a sauvé parce que j'ai appris par la suite, en la revoyant, que quand il m'a frappé, elle s'est couchée sur moi pour me protéger et c'est elle-même prise des coups de pied. Ceux qui, finalement, ne m'ont pas achevé. Et elle a crié en appelant à l'aide. Je vous rassure, personne n'est venu. Mais ça l'a fait partir. Personne n'est venu. Ah non, elle a appelé au secours et personne n'est intervenu. Il y a aussi. Pourquoi alors ? Parce que lui, il est parti en courant, et parce que le fait de ne pas intervenir, parce qu'il y a un effet de sidération, et que quand les gens voient une chose, ils mettent un certain temps, je pense que le cerveau met un certain temps à réaliser que c'est vrai, en fait. Donc j'en veux pas à ceux qui n'interviennent pas, mais naturellement, les gens n'interviennent pas. Un petit peu quand même, mais bon, encore une fois, on se met pas à la place mais c'est là où c'est un véritable problème, ça, parce que la mobilisation, s'il y avait un collectif autour qui se serait mis tout de suite autour de vous même, hein, je pense que la situation aurait cessé, mais bon, en même temps, c'est malheureusement le cas trop souvent. Ce qu'il a fait cesser, là, c'est les cris de la jeune femme. Du coup, il s'est dit, bon, faut que je m'en aille parce que je vais me faire avoir. Il est parti en courant. Il y a des gens qui ont cherché à l'attraper dans le couloir, mais qui l'ont pas eu. Et après, une fois rendu dans les rues de Paris, merci. Et l'agresseur n'a jamais été retrouvé? Absolument jamais. Donc en 2017, on est en 2023. En 2 mois. Donc il est libre. C'est le seul regret que j'ai dans toute cette histoire, effectivement, c'est que ce type qui, en 5 minutes, arrive à agresser une jeune femme sexuellement et après à m'exploser la tête, est en liberté, n'a pas de condamnation, n'a rien, et peut très bien, ou a très bien pu recommencer les faits. Il n'y a pas des caméras? Il y a des caméras dans les... il a mis une capuche. Il a mis une capuche. La caméra, c'est pas comme les vôtres, elles sont au-dessus au niveau du plafond. La qualité des images est relative. Il y a une grosse vitre qui protège l'objectif pour pas l'abîmer. Et in fine, vous obtenez une résolution pitoyable et des images quasiment inutilisables. Vaut mieux filmer avec un smartphone qu'attendre une caméra de surveillance. Vous avez d'ailleurs appris à cette occasion que les images filmées, enfin ce qui est filmé par la RATP est détruit très rapidement. Oui, mais on avait déjà appris ça plus largement avec cette histoire des Anglais du Stade de France. C'est un peu le même système. C'est que pour des raisons de protection de la vie privée, on ne peut pas garder ad vitam des vidéos. Sauf qu'elles sont rapidement détruites, 48 à 72 heures. Moi, je le savais, donc je suis allé porter plainte dans les 48 heures. Mais le process légal, on ne peut pas appeler ça autrement, c'est que vous devez aller porter plainte. Et là, la police peut réquisitionner les images auprès de l'entité. Mais pardon, si vous étiez dans le coma,
et bien les images auraient été détruites, tout simplement. Donc la RATP elle-même se dit pas, tiens, il y a eu une agression, gardons les images, ça pourrait servir à la police. Alors, je leur ai posé la question, j'ai eu 2 réponses différentes de leur service, je ne sais pas laquelle est la bonne. La première, on m'a dit, si on n'a pas assez de capacité de stockage pour garder les images, à l'heure de Netflix, je suis un peu dubitatif. Le streaming, quand même, ça c'est gourmand en stockage. Et l'autre, c'était pour des raisons de protection de la vie privée et de CNIL, on n'a pas le droit de garder les images. Non, mais Ce qui était assez intéressant, mais si c'est pour protéger la vie privée des agresseurs sur une agression constatée par les agents de la RATP, j'ai du mal à saisir la logique. Mais là-dessus, pour avoir. Alors Jean-Baptiste, ancien ministre des Transports. Non, mais je pense qu'il y a un sujet culturel. À l'époque du Covid, moi, j'avais demandé à ce qu'on utilise des algorithmes pour détecter, à l'époque, le port ou le non-port du masque. Et donc, le sujet, c'est un sujet de données de vie personnelle, puisqu'il fallait pouvoir, selon la loi, que la personne qui est filmée oppose un droit de refus. Et en pratique, évidemment, on voit un peu les difficultés. Mais culturellement, l'idée d'avoir des algorithmes sur les caméras, ça permet aussi de détecter les rixes, les attitudes qui sont hostiles, les risques près des voies, etc., etc. Et force est de constater que culturellement, aujourd'hui, politiquement, ou dans la loi ne le permet pas tout à fait, il faudrait la faire évoluer, on n'est pas encore du tout dans un moment où on utilise de façon systématique les caméras augmentées d'intelligence artificielle pour justement prévenir ce type d'agression. C'est culturel. Oui, mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Les images, on les a, elles existent, on les détruit. Et la seule question, c'est quand vous avez des agents de la RATP ou n'importe quelle autre régie d'ailleurs, qui constatent une agression dans les couloirs. Parce qu'ils sont venus, les agents. Ça, c'est la procédure à la limite. On pourrait simplement avoir une petite modification de texte de loi pour dire, ça, c'est la procédure. Par défaut, on va garder l'image au cas où ça servirait pendant un mois. Je pense qu'il fallait du bon sens. Ça, c'est du bon sens, c'est de la procédure. Mais par exemple, vous prenez quelques pays, on parlait de la Turquie tout à l'heure, ou Israël, dans les transports en commun, vous avez tous ces algorithmes qui permettent de détecter immédiatement des postures qui sont agressives, d'envoyer immédiatement des forces de l'ordre. Mais là, vous êtes dans l'amont, moi je suis dans l'aval. C'est beaucoup plus intégré. Là, vous parlez d'éviter une agression, moi je parle d'agressions qui ont déjà eu lieu, où on veut garder les éléments de preuve. Non, mais ça permet. Mais c'est complémentaire. Est-ce que c'était un SDF, l'homme qui vous a agressé ou pas dans le métro? Non, pas du tout. Pour être sincère, c'était plutôt le profil de la petite frappe, comme j'ai pu l'écrire dans le livre. On aurait dit un de ces voyous des films John Wick qui se font tuer par Keanu Reeves au bout de 5 minutes. Le petit mafieux de base, habillé en noir, des pieds à la tête, les cheveux à 3 mm, avec un fort accent russe, un fort accent des pays de l'Est, en tout cas, je vais pas accuser un pays ou un autre. Un ancien militaire ou quelque chose comme ça, peut-être? Quelqu'un qui connaît les règles du jeu du combat dans la rue. Moi, je les ai plus appris sur un tatami, attaqué par derrière, je connais pas, mais quelqu'un qui est habitué effectivement à se battre. Ça, c'est en même temps, pour sauter derrière avec une bouteille, ça va pas être un grand spécialiste du combat, c'est surtout un lâche, un véritable lâche. Ça, c'est plus efficace dans le lot. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire dans un livre? Parce que j'étais en colère, en fait. Différentes colères, mais parce que j'étais en colère. Évidemment, quand on écrit genre de livre, on se fait d'abord du bien à soi-même, faut être sincère. Oui. On a fait du bien de poser sur le papier et de sortir certaines choses. Mais après, je voulais surtout sortir du positif, du négatif et faire un livre pour que ça serve à quelque chose. Parce que quand on devient victime, on rentre dans une sorte de vie parallèle. On découvre des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Pendant 45 ans de vie jusqu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que j'avais pas constatées parce que j'étais pas une victime. J'avais pas constaté ces questions de surveillance. J'avais pas constaté combien de temps prend la justice, une indemnisation, une expertise judiciaire. Il faut le vivre pour le connaître. Et j'avais surtout pas vu du tout à quel point les femmes ont peur au quotidien de prendre le métro et les transports en commun et mettent en place des stratégies pour éviter de se faire agresser. Et le nombre de femmes qui sont venues discuter avec moi, m'expliquer leur agression et la honte qu'elles avaient de s'être fait agresser, c'est quand même le monde à l'envers. C'est les victimes qui ont honte d'avoir été agressées. Et comment est-ce qu'elles faisaient attention à éviter les problèmes? Je me suis dit, mais en 45 ans, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait attention et j'avais honte finalement de ne pas l'avoir vu. Le livre, c'était aussi pour mettre ça en avant, pour parler non pas pour des victimes, mais en tant que victimes, de victimes potentielles que sont les femmes. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui a pris le métro ou le RER parisien qui ne s'est pas fait agresser, et pas qu'une fois. Ouais. Agresser verbalement et physiquement, évidemment, on a toutes connu ça. Et tout le monde a des réactions qui lui sont propres. Ça dépend beaucoup du tempérament. Et je pense que c'est pour ça qu'une question, sommes-nous devenus lâches, c'est difficile de répondre parce que il y a aussi des questions de tempérament. Moi, je suis souvent moi intervenue quand je voyais une fille se faire embêter ou agresser. En fait, il y a une forme d'irresponsabilité de ma part parce que j'étais une femme seule qui défendait une fille seule. Oui. Et je pense que bien des fois, c'était peut-être il y a 10 ans, mais bien des fois, en fait, je me suis pas rendu compte du risque que je prenais parce que je voyais que les hommes ne bougeaient pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant des années de pratique du RER, c'est pratiquement toujours des femmes, parfois des femmes âgées, qui bougent par rapport à des jeunes parce qu'elles se disent qu'avec l'âge elles vont pas se prendre un coup de poing, ce qui peut parfois arriver pourtant, voire des coups de couteau. Mais j'ai toujours vu, je suis vraiment navrée de le dire, mais c'est une constante, j'ai toujours vu les hommes se plonger dans leur téléphone, dans leur journal, ou bien écouter leurs petits iPods, mais très rarement venir à notre secours. Et je pense que ça, c'est une vraie problématique. L'autre problématique, moi, qui me semble, et que vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure,
comment le juge a-t-il pu classer sans suite votre dépôt de plainte moins de 2 mois après votre agression? Parce que le vrai scandale, il est aussi là. Je l'ai relu beaucoup plus tard parce qu'on n'aime pas trop se projeter dans les paperasses quand on est en train de se remettre en forme, mais il suffit de minorer les faits sur la demande au procureur. C'est-à-dire que le courrier que j'ai vu du brigadier au procureur disait voilà, ce monsieur s'est pris un coup de pied et un coup de poing dans le métro, la jeune femme n'a pas porté plainte et n'a pas souhaité témoigner, qu'est-ce que je fais? Moi je suis procureur, je classe. En fait, c'est ça. Je m'étais fait démonter la tête. La jeune femme avait témoigné et avait porté plainte. Mais ce qui était marqué sur le document transmis au procureur appelait à classer. Donc, donc ça permet aussi de classer une affaire et de s'en débarrasser. Oui, c'est pas un faux de la part de. Excusez-moi, c'est un faux de la part du brigadier. Non, mais pas la. Non, on peut pas dire. Tu peux pas dire que c'est un faux. La jeune femme a porté plainte. Il dit qu'elle n'a pas porté plainte. Le problème, ça n'enlève pas l'effet très grave qu'a subi ce monsieur. Mais en même temps, c'est toute la journée. Et alors? Mais il déclare factuellement, monsieur a pris des coups de pied dans la tête, mais c'est toute la journée, vous imaginez même pas. Différence entre dire. Mais non, mais c'est il vrai. A pris combien? Je pense pas qu'il est banalisé sur le brigadier, très sincèrement. C'était marqué sur le document que j'avais pris un coup de pied, un coup de poing. Voilà, entre un coup de pied, un coup de poing, et arrivé à l'hôpital avec attesté 14. Et les 14 qui les a. Non, mais surtout, vous êtes allé tout de suite à l'Institut médico-légal, j'imagine. Vous étiez un petit peu plus tard. Oui, mais la déposition, donc on est venu vous interroger. Oui, moi j'ai. Et vous avez dit? J'ai expliqué ce qui s'était passé, que je m'étais fait frapper dans le métro en ayant pris la défense d'une femme, mais il n'y avait pas encore de constat exact des blessures reçues. Voilà, non, mais attention, c'est important. J'ai été frappé dans le métro. Le brigadier ne peut pas savoir ce qui s'est passé exactement, sauf s'il a vu les images, je lui en veux pas. Il relate les faits, comme il a dit, j'ai été frappé dans le métro. Il pouvait très bien ne pas savoir, ni savoir qu'elle avait porté plainte. Là, il y a quand même un sentiment d'impunité forcément qui se développe chez l'agresseur. Il n'a jamais été embêté. De toute façon, c'est classé. On le retrouvera jamais. Il recommencera. Non, mais pourquoi il ne recommencerait pas? Non, mais je suis d'accord, Olivier. Non, mais ce que je parle, c'est par rapport à Barbara, ce qu'elle disait par rapport au brigadier. Le gars, c'est pas de sa faute. Il a réécrit d'accord. Textuellement ce qu'on a dit. Que le contexte est assez choquant. Oui, j'entends, je comprends. Ensuite, vous n'êtes pas retourné à la police avec votre certificat de l'Institut médico-légal, la plainte de la jeune femme, ne serait-ce que pour que l'enquête soit relancée. Je suis déjà allé à la police pour chercher à l'identifier dans les fichiers. Donc ils ont fait leur travail très bien, m'a présenté des fiches et je l'ai pas reconnu. Vous aviez en mémoire son visage? Je me rappelle très bien. Si je le reproche, je le reconnaîtrais facilement. Il n'y a pas de souci. Même sa voix, je me rappelle très bien. Le cerveau imprime bien ce genre de choses. Malheureusement, heureusement, je l'ai pas encore recroisé. Eh bien, dans un instant, vous aurez le témoignage aussi de Liamine. Liamine, il est chauffeur, accompagnateur pour personnes en situation de handicap. Et il est du côté d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Et il a dû intervenir il y a quelques temps de ça, en tant que chauffeur. Il s'est interposé. Il nous racontera aussi son anecdote. Judicaël Hirel, notre confrère du Figaro, est avec nous. Il raconte son agression dans le métro en novembre 97. Il en a fait un livre, Concorde Rouge. Dans 2017. Oui, ça, 2017. 97. Ah, pardon, 2017. Dans la peau d'une victime d'agression. C'est aux éditions Le Cherche Midi.